Bienvenue à cette nouvelle édition de TV Laval Nouvelle. Grand plaisir de vous savoir à l'écoute et nouvelle formule d'ailleurs aussi qui s'applique pour l'automne avec un format de 60 minutes qui passe maintenant 90 minutes avec des chroniqueurs et encore plus d'entrevues et de sujets qui vous touchent de manière quotidienne. Et on ne déroge pas toutefois de notre formule. Tout d'abord en vous parlant des grands titres de l'actualité ici de tous les secteurs, que ce soit économique, évidemment des nouvelles faits divers. On débute tout d'abord cette semaine avec cette bonne nouvelle dans un sens, oui, parce qu'il y a 2 fois moins de fugues qu'il y a 1 an au Centre jeunesse de Laval. Le nombre de fugues au Centre jeunesse de Laval qui a considérablement chuté ces derniers temps, c'est ce qu'a appris en exclusivité TVA Nouvelle. De nouvelles mesures mises en place au cours des derniers mois semblent porter leurs fruits. La situation s'est améliorée, effectivement, confirme Danielle Dulude, qui est PDG adjointe au CI3S de Laval. Selon les chiffres du service de police de la ville de Laval, 169 fugues, avaient été enregistrées à l'été 2015, soit du 24 juin au 31 août de l'an dernier, voilà, et comparativement à 86 pour la même période cette année. La décision, entre autres, dit-on, de verrouiller la porte a grandement aidé à l'amélioration de ce bilan. Le centre a modifié sa façon de fonctionner lorsqu'une adolescente veut profiter d'une sortie temporaire. L'éducateur de l'unité d'où elle provient appelle à la réception pour indiquer qu'une jeune fille de l'unité va quitter, explique la directrice du programme jeunesse du CI3S, Julie Vaillancourt. L'éducateur lui remet un petit carton qui est un passeport. La jeune fille descend seule jusqu'ici à la réception, précise-t-elle. Auparavant, il y avait un bouton. L'adolescente aurait appuyé sur ce bouton et ouvert la porte. Mais maintenant, ce qu'elle fait, c'est de montrer son passeport à la réceptionniste, poursuit Mme Vaillancourt. Outre une meilleure supervision des sorties, l'ajout d'un agent de liaison a également favorisé un meilleur partage de l'information entre les intervenants. Ces quelques mesures ont été appliquées, même si aucun nouvel argent n'a été investi, et les services ayant été simplement réorganisés afin que l'encadrement des jeunes soit plus supervisé de façon systématique, indique d'ailleurs Danielle Dulude. Les recommandations du rapport Le Bon n'ont pas encore été suivies, souligne Pierre Crevier, qui est président du syndicat des employés de ce centre jeunesse de Laval. Et pour le syndicat, il reste encore beaucoup à faire pour améliorer le sort de la clientèle du centre jeunesse. Il n'y a pas eu d'ajout du personnel, mais pas du tout depuis la publication du rapport Le Bon. Et au contraire, on est dans des séries de compression, précise M. Crevier. Le programme de prévention jeunesse pour contrer l'exploitation sexuelle qui avait aussi été annoncé en février dernier n'a pas encore été mis sur pied. Prochainement, un coordonnateur sera toutefois embauché pour améliorer la sensibilisation auprès des jeunes. Et toujours en parlant de ces jeunes, 1550 étudiants de 3 écoles évacués en raison d'une fuite de gaz. 3 établissements scolaires donc de Laval qui ont dû être évacués récemment en fin d'avant-midi en raison d'une fuite de gaz et des travaux de construction qui se déroulaient à proximité des écoles seraient à l'origine de l'incident qui n'a pas fait de blessés heureusement. Une conduite de gaz de 2 pouces aurait été sélectionnée par mégarde par l'opérateur d'une excavatrice sur le boulevard Est dans le quartier du Vernet. La conduite de gaz naturel endommagée alimentait les 3 établissements, soit l'école secondaire Georges Vanier, l'école polymécanique et le centre de formation L'Impulsion, composé essentiellement d'étudiants autistes selon les autorités. Au total, 1550 étudiants ont dû être évacués par mesure préventive. Et c'est environ 400 résidences du secteur qui ont également été privées d'électricité durant l'intervention des services d'urgence. La fuite a été colmatée un peu après 14 heures et les étudiants ont graduellement pu regagner leur école respective. Une trentaine de pompiers ont travaillé main dans la main avec les policiers, les ambulanciers, les représentants de la commission scolaire et ceux de la Société de transport de Laval durant cette opération. Corruption qui sont alléguées au service de l'ingénierie. Le Bureau d'intégrité et d'éthique de Laval qui a été saisi le mois dernier d'un cas allégué de corruption au service de l'ingénierie de Laval. Charles Brousseau, à l'origine de cette dénonciation, a rencontré les sergents détectives Patrick Lambert et Pascal Lessard au quartier généraux du Biel, situé au 1200 du boulevard Chemédé le 3 août dernier. Les faits allégués remontent au matin du 21 novembre 2012 dans un bureau du 5e étage, justement situé sur le boulevard Chemédé, en présence de 2 responsables du service de l'ingénierie chargés du dossier de M. Brousseau. Ce dernier, accompagné de sa conjointe, est alors en pourparlers depuis plus d'1 an avec la Ville pour le parachèvement de la rue Éluard à Fabreville, dans le prolongement de laquelle il possède un terrain vacant. Il y a des dossiers qui se règlent plus vite avec des enveloppes d'argent, lui aurait lancé en cours d'entretien l'un des 2 fonctionnaires. Les 2 se regardaient avec un grand sourire et puis plus personne ne parlait.
On est resté l'air bête, poursuit M. Brousseau, rappelant qu'à cette époque, la commission Charbonneau battait son plein. Cette remarque inappropriée qui aurait coupé court à cette seconde et dernière rencontre avec d'ailleurs les 2 employés municipaux n'avait rien d'une boutade, assure d'ailleurs le plaignant. Ça a jeté un froid, on ne savait plus quoi dire, relate pour sa part Jessica, la conjointe de M. Brousseau. Les 2 employés municipaux dont nous tairons évidemment l'identité, considérant qu'aucune accusation n'a été déposée contre eux, sont toujours d'ailleurs en poste à la ville. Jusqu'à tout dernièrement, le couple Brousseau aurait choisi de taire cette incitation implicite alléguée à verser un pot de vin à des fonctionnaires, histoire de ne pas nuire au traitement de sa demande. La décision de briser le silence est venue à la suite de l'annonce par l'un des 2 hommes en décembre 2015 à l'effet que la Ville renonçait définitivement à parachever donc la rue Éluard. Sans plus de détails, souligne M. Brousseau. Se sentant lésé dans ses droits, le citoyen a alors déposé une plainte auprès de l'ombudsman de la Ville de Laval, Maître Nadine Mailloux. Celle-ci, à l'intérieur des pouvoirs qui lui sont conférés, s'est penchée sur le processus administratif suivi par le service de l'ingénierie et à la lumière des documents consultés, aucun élément ne lui permettait d'établir que le traitement de la demande avait transgressé la procédure habituelle. Quant à la nature criminelle des allégations du plaignant, Maître Mailloux lui précisait en juin dernier que cela dépassait le cadre de son mandat, signifiant du même coup qu'il pouvait dénoncer cette situation auprès du Bureau de l'intégrité et de l'éthique de Laval ou encore de l'UPAC. Et d'ailleurs, le 3 août dernier, M. Brousseau rencontrait 2 policiers, donc enquêteurs du Biel, auprès desquels il affirme avoir déposé, entre autres, plus d'une centaine de courriels liés à la correspondance électronique entretenue avec le service de l'ingénierie. Et ça, c'est entre 2011 et avril dernier. Le 9 septembre dernier avait lieu la 43e collecte de sang des Lavallois et ça se passait au complexe Bois de Boulogne. On a notre chroniqueuse Stéphanie Babin qui était sur place. En voici d'ailleurs le portrait. Je suis Stéphanie Babin, je suis présentement au centre sportif Bois de Boulogne à la 43e collecte de sang des Lavallois. Ils sont présentement à peu près 135 dons et on espère aujourd'hui qu'ils vont atteindre leur objectif. On est avec Sylvie Deslauriers, la responsable des bénévoles. Ça va bien? Oui, merci. Donc, aujourd'hui, on est ici au centre Bois de Boulogne pour la 43e collecte de sang. Je voudrais savoir comment se déroule actuellement une journée de collecte de sang. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est un peu particulier parce que c'est une très grosse collecte. On ne fait qu'une collecte de cette ampleur par année. Donc, c'est sûr que de cela, il y a beaucoup de bénévoles aujourd'hui. Mais là, est-ce que vous voulez que je vous explique tout le processus du don ou de la collecte? Ou... Pouvez-vous nous le dire vite, mettons, en résumé? OK, bien c'est sûr qu'aujourd'hui, les donneurs arrivent, ils sont accueillis en premier par des bénévoles. Donc, il y a quand même beaucoup de bénévoles ici aujourd'hui. Par la suite, ils ont des bénévoles qui les accueillent, leur expliquent le processus. Par la suite, ils vont s'inscrire, pour s'inscrire comme donneur, si c'est une première fois ou non. Sinon, on ressort les dossiers. Ils doivent remplir un questionnaire, vérifier leurs critères d'admission, parce qu'il y a des critères d'admission pour pouvoir donner du sang. Et par la suite, ils vont aller vers l'aire d'attente que vous voyez derrière moi. Et ensuite, ils vont rencontrer une infirmière qui va vérifier le questionnaire avec eux, qui vont faire le prélèvement s'ils sont acceptés. Et ensuite, repos. Et par la suite, ils ont droit à une collation. Un long processus. Un long processus, c'est ça. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu, votre rôle aujourd'hui, c'est quoi? Bien, en fait, moi, je suis superviseur des bénévoles chez Emma Québec. Donc, je supervise le programme des bénévoles pour les collectes de sang et aussi pour nos centres fixes qui sont des globules. Donc, aujourd'hui, je m'assure que les bénévoles ont tous... c'est sûr que c'est une préparation à l'avance. J'ai une 50aine de bénévoles qui vont circuler aujourd'hui pour s'assurer qu'à chaque poste, il y a des bénévoles et que tout le monde ait le temps d'avoir une pause, un dîner, tout ça. Donc, je m'assure qu'il y a une certaine fluidité aujourd'hui. Donc, mais c'est sûr que l'horaire est déjà tout créé à l'avance. Donc, c'est ça. C'est un peu mon travail de m'assurer que tout se passe bien et que les bénévoles sont heureux aussi dans leur bénévolat et que toutes les tâches sont comblées.
Puis tu dirais, est-ce qu'il y a combien de bénévoles à peu près chaque année? Y en a-tu plus qu'année passée cette année ou il y en a moins? Ou... Sur place, cette année, j'en ai un petit peu moins que l'année passée parce qu'on souvent, nos bénévoles me disent qu'ils aiment ça quand ils sont très, très occupés. Donc, si c'est plus tranquille, ils trouvent le temps un peu long. Donc, j'ai coupé un petit peu cette année. Je suis rendue à 52 qui vont passer aujourd'hui. Mais c'est quand même pas mal de bénévoles pour une seule journée. Il en faut beaucoup pour des journées comme ça, j'imagine? Oui, tout à fait, parce qu'il y a plusieurs postes. Donc, c'est ça. Sur une collecte plus classique, normale, là, j'ai peut-être 9 bénévoles. Donc, on passe de 9 à 52. On se rend compte de l'ampleur de la chose, là. Est-ce que tu saurais aujourd'hui, c'est quoi l'objectif de don que vous voulez atteindre? C'est 800 l'objectif. Est-ce que tu es positive que vous allez l'atteindre? Oui, je suis comme pas mal certaine, oui, parce qu'il y a quand même eu beaucoup de publicité. Puis chaque année, on tourne toujours autour de 800. Donc, on devrait y arriver cette année, il n'y a pas de problème. Bien, je vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup pour le temps accordé. Merci. Je suis avec Araxi, qui est bénévole pour la collecte de sang d'aujourd'hui. Ça va bien? Oui, ça va, merci. Je voulais savoir, ça fait combien d'années que vous êtes bénévole pour la collecte de sang? Ça fait presque 3 ans que je fais collecte du sang et je fais de bénévole au centre Laval à Globule chaque semaine. C'est bon, c'est bien. Je voulais savoir aussi, c'est quoi vos raisons pour être bénévole comme une journée pour aujourd'hui? Parce que j'aime aider les gens, j'aime l'ambiance. Je suis contente de faire de bénévole. Aussi, je voulais savoir est-ce que n'importe qui peut devenir bénévole? Si, mettons, moi, une journée, je voudrais devenir bénévole comme vous, est-ce que je peux? Oui, vous pouvez passer une interview, une formation à Côte-Vertu, Emma Québec, au centre Emma Québec, et vous pouvez commencer à faire de bénévole. Donc, n'importe qui pourrait donner du sang pour une journée comme aujourd'hui? Oui. Parfait. Bien, merci beaucoup de votre temps. Merci. Merci. On est avec le lieutenant Geneviève Villemur qui est en train de donner du sang en ce moment. Ça va bien? Très bien, merci. Comment tu te sens là en ce moment? Est-ce que tu es stressée? Non, je suis pas vraiment stressée. C'est mon 20e don, donc c'est un don de soi minimalement 2 fois par année là, que je fais depuis plusieurs années maintenant. Là. C'est la 20e fois que vous donnez du sang? C'est mon 20e don, effectivement. Et c'est quoi les raisons principales que vous venez donner du sang? Ah ben, c'est la générosité, c'est donner la vie, donner un don de soi pour aider les gens, puis peut-être sauver des vies. En effet, est-ce que vous encouragez vos collègues policiers à venir donner du sang? Tout à fait, oui. Je suis lieutenant dans une petite section et ils sont tous obligés de venir. Parfait. Bien, je vous souhaite bonne chance et merci beaucoup. Parfait, merci. On a pu constater que c'est une journée forte en émotions. Si jamais vous voulez contribuer, rendez-vous sur le site d'Emma Québec. Ici Stéphanie Babin pour TV Laval Nouvelles. En présence de Joy Delgado, qui est leader de l'équipe ici, donc à Laval, Eti Laval. On jase de ce rassemblement, deuxième, qui se tient très bientôt chez nous, le 24 et 25 septembre. Joy Delgado, merci d'être là. Merci pour l'invitation. Et tout d'abord, peut-être préciser ce que c'est Eti Laval, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui peut-être ne connaissent pas ça, qui sont à l'écoute présentement. Bien sûr, Eti Laval, c'est une équipe qui a pour but promouvoir l'art, le fait main, des artisans et créateurs qui sont basés à Laval et aux alentours. C'est notre première mission. C'est ça. Mais c'est ça, c'est partout au Québec, c'est partout au Canada, je crois. Eti Laval, c'est concentré sur Laval, mais il y a des équipes qui, en fait, dans plusieurs villes du Québec. Il y a d'autres équipes au Canada aussi. On a l'équipe de Montréal, plusieurs villes dans le fond. Et vous, votre rôle en tant que leader, est-ce que c'est quoi? Vous êtes en quelque sorte la porte-parole? Vous êtes... Bien, en fait, c'est sûr qu'on est les responsables des événements qui sont organisés par Eti à Laval. Donc, c'est vraiment notre rôle de promouvoir l'art des créateurs et organiser les événements qui ont
lieu à Laval. Comme ce rassemblement qui se tient le 24 et 25 septembre au Collège Le Temple. Exactement. Et ce deuxième rassemblement, donc peut-être nous expliquer les grandes règles de base ou plutôt ce qu'on pourra y voir et donc ce qui va se passer finalement le 24 et 25 septembre. Premièrement, c'est un événement qui va avoir lieu à travers toute la province. Donc, c'est principalement le 24 septembre, mais il y a des villes qui le font le 23, 24, 25, d'autres le 24 seulement ou le 24 et 25. Et nous, on le fait le 24 et le 25. Et c'est des expositions ou une exposition où les créateurs vont présenter leurs produits, les faits main. Et on invite justement la communauté à visiter, découvrir tous les produits. Et il va y avoir aussi l'animation, il va y avoir des activités pour les enfants. Donc, c'était vraiment un événement basé sur une ambiance familiale, dans le fond. Et quand on parle de trucs faits main, il y a toutes sortes de choses. Là. Absolument. On parle de la couture, le tricot, les bijoux, tout ce qui est vraiment les décorations, en fait, toutes sortes de techniques, en autant que c'est vraiment fait main. On va retrouver vraiment une belle palette de produits ces journées-là. Et est-ce que ce deuxième rassemblement-là a quelque chose de nouveau? Est-ce que par rapport au premier événement, vous avez bonifié, peut-être modifié certaines choses pour l'édition de cette année? Oui, bien, la première des choses, cette année, on va avec 2 journées. L'année passée, c'était juste une journée, c'était le samedi. Mais on a eu beaucoup une demande vraiment de la communauté qui voulait vraiment avoir 2 jours parce qu'il n'y avait pas soit le temps de venir une journée ou l'autre. On voulait justement revenir. Ils venaient la première journée faire un tour, découvrir qu'est-ce qu'on offrait, puis revenir pour faire le sachat. Oui, puis le contexte de Laval est quand même peut-être particulier par rapport à d'autres villes à travers le Québec ou le Canada, parce qu'on est une ville très cosmopolite, multiethnique, puis ça fait partie de nos richesses, Absolument. de notre couleur. Puis j'imagine qu'on retrouve justement en lien avec ça toutes sortes de choses provenant de différentes cultures. Fait que c'est intéressant de pouvoir... Absolument. C'est sûr que déjà être ici en partant, c'est ça. C'est une plateforme qui est ouverte mondialement. Donc, c'est sûr que déjà en partant, c'est vraiment multiculturel. Donc, l'événement, déjà, c'est sûr qu'on va retrouver des choses qui vont nous permettre justement de découvrir d'autres cultures. Très bien. Et il faut quand même aussi dire que sur le reste de l'année, c'est disponible. C'est-à-dire qu'on peut acheter. C'est pas seulement que pour ce rassemblement-là du 24-25 septembre. Ce journée-là, c'est vraiment juste pour inviter aussi les gens à découvrir qu'est-ce que c'est Etsy. Mais Etsy, c'est vraiment une plateforme de vente en ligne. C'est vraiment, à toute l'année, on peut y découvrir plusieurs, en tout cas, une multitude d'objets vraiment uniques, dans le fond, puis fait main. C'est une plateforme qui est ouverte mondialement. On trouve 1,6 million des vendeurs sur cette plateforme-là à travers le monde. C'est vraiment... Et puis c'est toute l'année. Donc, c'est pas quelque chose qu'on va retrouver juste ces journées-là. Puis il y a comme 2 choses aussi. On parlait tantôt d'artisanat, mais il y a quand même un volet aussi qui est très populaire pour ceux qui collectionnent des choses anciennes. C'est quoi des objets anciens? C'est tous les produits vintage qu'on peut trouver. Oui, il y a beaucoup de boutiques. C'est vraiment des collectionneurs qui revendent des produits qui ont déniché quelque part. Donc, c'est très recherché dans le fond. Donc, c'est une opportunité aussi pour les ventes. Puis encore là, c'est à travers le monde aussi. Donc, on peut trouver quelque chose qu'on ne trouve jamais ici au Canada. On va le trouver ailleurs ou vice-versa. C'est ça. Et ce que j'aimerais aussi parler, parce qu'il y a quand même ce volet-là pour le consommateur, tu sais, qu'il ne faut pas négliger, évidemment. Bon, on peut trouver toutes sortes de choses. Mais il y a aussi, si nous, on est un artisan, si nous, on a un talent particulier pour une forme d'art ou quelque chose, si on veut se joindre, par exemple, au 24-25 septembre, ou du moins sur le site web de Etsy.ca, est-ce qu'on peut le faire? Comment procéder? C'est sûr que pour cette année, l'événement il s'en vient, est déjà monté, mais est-ce qu'on peut inviter les artisans? C'est vraiment à nous suivre sur Facebook. On a la page Etsy Laval. On annonce tout le temps nos événements quand on fait l'appel des candidatures. Et à ce moment-là, on va pouvoir nous retrouver puis appliquer pour l'année prochaine, parce que c'est sûr qu'on va revenir encore l'année prochaine. Ça va revenir... c'est un événement qui est grandissant. Exactement. Comme je dis, c'est vraiment à chaque année, il y a des villes qui se rajoutent. Toujours au mouvement. Oui, exactement. Et c'est la même chose pour le site web. Dans le fond, si on veut se joindre vraiment la pléiade de beaux artisans, on peut le faire aussi. Bien, c'est très facile d'ouvrir une boutique. En allant sur Etsy.com, ça va nous diriger au site canadien. C'est très user-friendly, comme on appelle. C'est vraiment très facile d'ouvrir une boutique. Puis il y a des groupes aussi. On peut nous suivre aussi à travers Etsy. Peut-être s'échanger aussi. Des fois, j'imagine il y a comme une communauté qui s'est créée d'artisans aussi, j'imagine. Absolument. Il y a des groupes aussi sur Facebook. C'est de la communauté
c'était justement Etsy qui s'entraide. Ça s'appelle comme ça, Etsy entraide justement. Et on va chercher des conseils justement pour les personnes qui viennent ouvrir une boutique, qui ne savent pas par où commencer. Bien, il y a des gens c'est des pionniers, ça fait des années qu'ils sont déjà des vendeurs sur Etsy, donc ils vont justement donner un coup de main aux gens qui commencent dans le fond, puis ne savent pas où par où commencer. Puis parfois, c'est ça, c'est un même réseau social. C'est comme ça qu'on peut créer des affinités. Bien, c'est très, très intéressant. Donc, je rappelle vraiment les grandes lignes de ce qu'on vient tout juste de jaser. 24-25 septembre, c'est cet événement qui se tient au collège Le Tendre à Laval, ici sur le boulevard de l'Avenir. Donc, c'est Etsy fait au Québec un grand rassemblement. Alors, merci beaucoup, Joy Delgado, d'être venue nous en parler. Merci. Je suis avec Benoît Desjardins-Baudouin, qui est coordonnateur des communications des événements à l'Association des résidents de Champfleury. Monsieur Desjardins-Baudouin, merci d'être là. Ça fait plaisir, merci. On parle tout d'abord de cet organisme, la mission de l'organisme, de l'Association des résidents de Champfleury, parce que, ça fait partie du paysage lavallois depuis quelques années, mais encore des gens qui le découvrent. Oui, en fait, on existe depuis 1979. Donc, notre mission, dynamiser le quartier de Champfleury. Donc, on offre des événements, environ 10 événements annuellement. Donc, on a la course de Champfleury, on a la fête nationale, on offre des locations de salles, camp de jour estival, camp de jour de la relâche, puis surtout, on offre des cours de loisirs. Depuis maintenant 20 ans, on a commencé en 1996, si je ne me trompe pas. Donc, 20 ans d'expérience dans les cours de loisirs. Puis là, mais évidemment, on parle de très larges possibilités pour les gens qui présentement, là, une nouvelle rentrée, une nouvelle saison qui commence. Oui. Donc là, il y a des options qui sont offertes à vraiment tous les strates de la population. Oui, exactement. Donc, on a des cours de parascolaire, cours de sport, agriculture. On a de la mise en forme, qui est vraiment notre gros volet. On a des cours de badminton libre. On a aussi maintenant la danse urbaine Champfleury, nouveau programme qu'on lance en automne. C'est justement, parlez-moi-en de cette danse-là, parce que j'ai remarqué sur votre site que c'était vraiment un volet que je pense que vous vouliez axer là, dans le futur, puis vraiment au présent. Là. Oui, exactement. Mais c'est en discutant avec des citoyens, des membres, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'offre pour des cours de danse urbaine dans le secteur. Donc, on a décidé d'être les premiers. On offre maintenant une gamme d'environ 15 cours en danse urbaine. Donc, la danse urbaine, si vous ne savez pas trop c'est quoi, c'est le breakdance, le hip-hop, le popping, le house. Ça, si vous voulez un peu plus d'informations, savoir à quoi ça ressemble, vous pouvez toujours aller sur notre site Internet. On décrit tout ça très bien. www.champfleury.qc.ca/danse. C'est un modèle d'expression qui permet à tout le monde justement de s'exprimer, puis en même temps, ça cumule, ça amène les jeunes dans de bonnes énergies, finalement. T'sais. Exactement. Les 3 valeurs de ce programme-là, c'est le plaisir, les découvertes et la créativité. Donc, on veut vraiment faire découvrir cet univers, excusez-moi l'expression, mais un peu flyé, un peu amusant, qu'on a découvert grâce à notre coordonnatrice de danse. Donc, on veut que les jeunes le fassent tout en s'amusant. Puis justement, c'est un bon mode d'expression pour développer sa créativité puis le faire en s'amusant. Exactement. Moi, je pense toujours à eux parce que parfois, on pense que bon, il n'y a pas d'activité, mais les 50 ans et plus, les personnes plus âgées, il y a pas mal de choses pour ces personnes-là. Oui. Ça fait maintenant environ 5 ans, je crois, qu'on essaye de beaucoup miser dessus les 50 ans et plus. Donc, on offre des cours de mise en forme 50 ans et plus, des cours de Zumba Gold. Donc, on a vraiment, durant le jour, le soir, on a une offre très, très détaillée pour les 50 ans et plus. Puis je trouvais ça intéressant aussi parce que, bon, on est à la rentrée scolaire, puis parfois, des enfants qui, dans les prochaines semaines, déjà, ça va vite. Là. On va voir les bulletins, là, les premiers bulletins vont s'en venir. Puis, à un moment donné, il va falloir des fois, peut-être certains élèves qui, pour plusieurs raisons, mais à l'école, ça va moins bien. Peut-être ont du rattrapage à faire, ont des cours d'appoint à avoir avec des spécialistes. Et vous offrez ça aussi. Ça, c'est vraiment intéressant, avec des professeurs, avec des gens qui peuvent les suivre de près. Oui, ça. On a des professeurs certifiés qui viennent nous aider. On offre des cours d'aide aux devoirs. Également, ça, il y a les aides aux examens du secondaire qui commencent bientôt. Donc, ils peuvent venir, arriver avec leurs livres, on les aide, un professeur qui les suit, qui les guide à travers tous les exercices.
Ça lui permet de se préparer justement pour les examens et les devoirs qui s'en viennent. Ouais. On va, en tout cas, certainement regarder de plus près sur le site Internet, mais est-ce que, parce que vous êtes un OBNL, hein, oui. On s'entend, là, c'est vraiment, donc c'est grâce aux membres qui s'inscrivent que ça permet de, par la suite, refinancer Exactement, les activités. exactement. Un gros pourcentage de notre financement vient des membres. Donc, pour s'inscrire au loisir, vous devez devenir membre, mais maintenant, la session d'automne, vous n'êtes plus obligé de devenir membre. C'est rendu facultatif. Ah oui, OK. Exactement, c'est tout nouveau. OK. Par exemple, les membres, c'est sûr, ils ont un tarif préférentiel sur les cours de loisirs. Il y a des avantages. Oui, C'est exactement. quoi? Mettons, comme par exemple, quelqu'un qui nous écoute, on veut l'inciter parce que quels sont ses avantages s'il va s'inscrire chez vous? C'est vraiment ça, un tarif préférentiel sur les cours de loisirs. Par la suite, on a des rabais chez les commerçants. Par exemple, Pharmaprix Sainte-Rose offre 10 sur présentation de la carte de membre. Il y a JogX, boutique de souliers de course, qui offre aussi un 10 de rabais. On a Pitou Urbain, plusieurs autres commerces comme ça. Puis en novembre 2016, on veut augmenter la carte, la rendre carte privilège. OK. Donc, on va aller chercher beaucoup plus de partenaires, on va offrir beaucoup plus d'avantages, des avantages sur nos événements, sur le camp de jour, peut-être des préinscriptions aux sessions de loisirs pour les détenteurs de la carte de membre. Donc, on est en réflexion là-dessus. Vous êtes toujours à créer aussi, à être à l'affût de ce que les gens vous proposent comme activité. Par exemple, une nouvelle tendance dans la danse, on parlait de danse tantôt, c'est une nouvelle forme de danse qui devient populaire. Chez les jeunes, j'imagine que vous allez être très, très à l'écoute pour offrir ce cours-là. Oui, c'est ça. On est toujours à l'écoute de ce que nos membres nous disent. Surtout le coordonnateur des loisirs qui s'en va dans les cours, rencontre les participants, regarde un peu c'est quoi les intérêts en ce moment. Notamment, il y a le Jamboula, qui ressemble un peu au Zumba, mais avec plus danse africaine et mélange aussi aérobie. Puis ça commence en ce moment, la nouvelle mode. On offre un cours maintenant de Jamboula. On va surveiller ça. C'est tout le temps que nous avons. Mais Benoît, donc, Desjardins-Baudouin, coordonnateur des communications des événements, l'Association des résidents de Champfleury. On peut aller s'inscrire déjà à l'adresse au bas de l'écran pour tout comprendre de ce qu'on vient de jaser. Exactement. Merci à vous. Ça fait plaisir. Merci à vous. Fait d'hiver, le secteur Sainte-Rose qui donc a été très animé dernièrement parce qu'on a découvert une plantation de cannabis découverte lors d'un incendie à Laval. Les pompiers de Laval qui ont découvert une plantation de cannabis à l'intérieur d'un bungalow qui était la proie des flammes. Ça se passait vendredi dernier à Laval. Le feu a commencé vers 4 heures dans la résidence située sur la rue du Ruisseau dans le secteur Sainte-Rose. À leur arrivée, les pompiers ont remarqué des flammes apparentes, surtout dans la toiture du bâtiment. C'est ce qu'a indiqué le chef aux opérations, Christian Grandmaison. Ils ont également constaté la présence de la serre hydroponique. Comme ce genre de plantation est souvent relié à un branchement électrique, on s'est retiré le temps de rendre l'endroit sécuritaire, a expliqué M. Grandmaison. Les pompiers ont ensuite pu maîtriser les flammes. Personne ne se trouvait à l'intérieur de la maison lorsque l'incendie a commencé. Il n'y a pas eu de blessés. Environ 25 pompiers ont été appelés sur les lieux. Les dommages au bâtiment sont considérables. La cause de l'incendie faisait toujours l'objet d'une enquête par ailleurs. Et la police de Laval sera responsable de l'enquête en lien avec les plants de cannabis. Un homme qui est accusé d'action indécente, le présumé exhibitionniste du métro arrêté à Terrebonne. On vous en a déjà parlé. Cet homme recherché depuis le mois de mai pour avoir montré son pénis à une femme 3 fois plus jeune que lui dans le métro à Laval a été appréhendé par les policiers. Robert Raté, 56 ans, qui a été épinglé le 25 août alors qu'il se trouvait à Terrebonne. Un mandat d'arrestation avait été lancé contre lui 2 jours plus tôt. Le présumé exhibitionniste a comparu sous des accusations d'action indécente et de possession de cannabis. Je vous rappelle donc ces faits. Le 15 mai, en fin d'après-midi, une femme de 20 ans attendait l'arrivée du métro à la station Montmorency sur la ligne orange du métro de Montréal lorsqu'elle a remarqué la présence d'un homme louche derrière elle. Et l'homme en question, que les policiers ont identifié comme étant Robert Raté, s'est ensuite assis devant elle dans le wagon. À plusieurs occasions, durant le trajet, le quinquagénaire a exhibé son pénis en érection à la jeune femme. Dégoûtée, la victime avait subtilement sorti son téléphone cellulaire pour filmer le suspect à son insu. Elle espérait ainsi que ces images faciliteraient son identification auprès des policiers. La police avait d'ailleurs diffusé des photos du suspect dans le but de le retracer. On a reçu énormément d'informations du public à la suite de la médiatisation de l'affaire, a indiqué l'agent Franco Di Genova, porte-parole de la police de Laval. Une perquisition menée au domicile du suspect au début du mois d'août a notamment permis de retrouver les vêtements qu'il portait d'ailleurs au moment de ce délit.
Plusieurs arrestations à la berge du barrage. Dans le cadre de leurs activités, les policiers à vélo ont effectué plusieurs opérations à la berge du barrage, soit dans le secteur Saint-Vincent-de-Paul, en réponse aux résidents qui trouvaient que cet endroit était devenu problématique. 5 opérations policières se sont conclues avec quand même 89 constats émis pour flanage et consommation d'alcool et une quarantaine d'arrestations pour possession et trafic de stupéfiants, possession d'armes prohibées, entraves et mandats. C'est grâce à la vigilance des citoyens du secteur que les policiers ont multiplié leur intervention à cet endroit pour améliorer la situation. On rappelle qu'il est interdit de flâner dans les parcs et les berges de Laval après 22 heures. Il s'agit d'un règlement municipal, donc soit le règlement L4510. Les interventions similaires pourraient avoir lieu dans d'autres parcs et espaces verts de Laval. D'ailleurs, les policiers à vélo de la patrouille estivale seront en fonction, d'ailleurs, jusqu'au 1er octobre prochain. Disparition d'un homme schizophrène à Laval. Le service de police de Laval qui est à la recherche de M. Benjamin Boutillier-Desjardins, 33 ans, disparu depuis le 2 septembre. M. Boutillier a quitté à pied, visiblement, son foyer du secteur d'Auteuil. Il souffre de schizophrénie, mais n'est pas considéré dangereux ni pour lui-même ni pour les autres. Il doit prendre de la médication qu'il n'a pas avec lui actuellement. Il aurait été déjà retrouvé au centre-ville de Montréal. Évidemment, je vous donne sa description. Homme de race blanche, parle français, mesure 6 pieds, pèse 120 kg, donc 265 livres. Il a les cheveux bruns et les yeux verts. Toute information permettant de retracer l'homme sera traitée confidentiellement et vous devez faire, entre autres, le 911. En vous parlant d'incendie maintenant, la foudre qui a forcé l'évacuation de 17 condos dans la nuit du 10 au 11 septembre avec de forts vents et évidemment le côté où la nature s'est déchaînée, la foudre s'est abattue sur la toiture d'un immeuble à condos dans le quartier d'Auteuil, provoquant un incendie dans l'entretoit, dis-je, et du coup l'évacuation des 17 logements occupés. Une forte odeur de fumée qui a été signalée au service de sécurité incendie à 4h36 dans la nuit, voilà, précise dimanche par des occupants de l'immeuble. Les 23 pompiers dépêchés sur les lieux ont mis quelques 45 minutes pour maîtriser le foyer d'incendie qui a causé plus de peur que de mal. Personne n'a été intoxiqué par la fumée et tous ont pu regagner leur domicile aux aurores. C'est ce qu'a expliqué le chef aux opérations, Jean-Sébastien Roch. Il explique que le point d'entrée de la foudre, dont le diamètre n'était pas plus gros qu'une pièce de 5 sous, a mis le feu dans la laine isolante de l'entretoit d'un condominium vacant, ce qui a limité au minimum les dommages au contenu. Quant au bâtiment du 76-90 des Laurentides, les dommages sont évalués à 45 000 $. Toujours en parlant d'incendie, un incendie suspect au café Belle-Rose qui donc a eu lieu tôt dans la matinée du lundi 12 septembre. Une compagnie de sécurité qui a prévenu le 911 après que le système d'alarme eut été déclenché dans un café situé au 96 boulevard Belle-Rose. Ça, c'est entre les boulevards des Laurentides et René-Lannec. Prévenus à 4h45, les policiers se sont dirigés vers le commerce. Sur place, ils ont vite repéré de la fumée sortant par la vitre défoncée de la porte d'entrée. Après avoir réclamé le soutien du service de sécurité incendie, les policiers ont commencé à récolter témoignages et indices. Pas de nouvelles concernant ce dossier présentement. On saura vous revenir très bientôt dans d'autres bulletins. Maison en flammes dans l'est de l'île Jésus maintenant. Le service de sécurité incendie de Laval qui tente actuellement de maîtriser un feu ayant éclaté dans une résidence du 330, place des Ormes, près de la rivière des Mille-Îles et du boulevard du même nom. L'appel au 911 qui a été fait autour de 7h20 et les pompiers sont arrivés prestement sur les lieux. Une ambulance a été réclamée sur place tel que le veut le protocole, mais on ne rapporte aucune personne blessée jusqu'ici. Également, on ne sait pas combien de temps demeurera fermé ce secteur du boulevard des Mille-Îles, alors que l'heure de pointe s'annonçait évidemment mouvementée lors de l'incendie. Maintenant, suite au grand succès de la première édition de l'an passé, la grande fête électrique de Laval, qui est organisée d'ailleurs par l'Association des véhicules électriques du Québec, était de retour en 2016. On a Pauline Bourgault qui était présente et elle a capté donc ceci pour vous parler de l'événement. On est l'Association des véhicules électriques du Québec. Oui. La plus grande, la seule association au Québec, et probablement la plus grosse au Canada.
certainement la plus grosse association francophone. Nous sommes des passionnés de la voiture électrique. Nous sommes bénévoles. Il faut s'entendre, c'est une association bénévole. Et notre but, c'est qu'il y en ait plus au Québec et qu'il y en ait plus un peu partout dans le monde. Et notre fonction, c'est d'expliquer au monde pourquoi c'est si extraordinaire de se promener en voiture électrique. On est à peu près 5 000 membres, c'est 5 ou 6 000 membres, quelque chose comme ça. On a dépassé ça. Ah oui? Et là-dedans, il faut comprendre qu'on n'est pas loin de 1000 bénévoles qui organisons plusieurs fois par année. C'est ainsi toutes les fins de semaine, d'ailleurs. Des événements comme ça où les gens peuvent venir essayer des voitures, poser des questions aux gens qui connaissent vraiment ça, c'est-à-dire les gens qui en ont, qui s'en servent tous les jours. Et Arrêtez d'avoir peur aussi. arrêter d'avoir peur et vraiment comprendre comment ça marche. Il y a des voitures qui marchent 100% électriques. Il y en a qui sont 100% électriques le plus souvent. Quand c'est nécessaire, peuvent avoir accès à l'essence. Ben, je sais pas, c'est-tu mieux tout électrique ou... Ah, la belle question. On a tous les deux un véhicule 100% électrique. Fait que Ah oui? c'est sûr qu'on... Oui, mais j'ai aussi une Volt. J'ai aussi une Volt comme ça qui peut aussi fonctionner à l'essence. Sauf qu'elle n'a pas fonctionné à l'essence depuis le mois de mars. La Volt peut aussi fonctionner à l'essence. Ah, ça, c'est une bonne. Le problème, c'est que je m'en sers jamais à l'essence, je n'en ai jamais besoin. Il y a un Donc, mode que les gens disent « Ah oui, j'aime bien avoir un auto qui est capable d'utiliser l'essence. » Ça, c'est quand on est inquiet. Mais ce qui se passe, c'est que le problème de l'autonomie est un problème sans borne. S'il n'y a pas de borne, c'est un problème, mais s'il y a des bornes, t'en as pas de problème. Et là, actuellement, il y a un développement incroyable des bornes électriques de recharge rapide qui permettent de recharger une voiture entre 10 et 20-25 minutes. Et là, vous repartez de plus belle. Donc, avec ça, c'est vraiment pas un problème. Donc, quand je vais à Québec, ou si je vais dans le bas du fleuve, je vais prendre ma Leaf qui est 100% électrique plutôt que prendre ma Volt qui, elle, ne me permet pas d'aller si loin en voiture en électricité. Mais par contre, la Volt est là. C'est devenu une deuxième voiture et je m'en sers aussi, mais j'ai une moyenne de 1,5 litres au 100. Ah oui? Ça dépend de ce qu'on fait. Les gens qui vont en Abitibi, donc pour l'instant, aller en Abitibi avec une Leaf, c'est compliqué. Est-ce qu'ils vont là tous les jours? Certainement pas. Les gens qui font entre 50 et 80 km par jour, c'est la majorité des gens. Donc une voiture complète 100% électrique fait tout à fait l'affaire, même maintenant. Les gens disent « Ah, j'attends la Tesla, j'attends la Bolt, j'attends ceci, j'attends cela ». Ça sert à rien d'attendre parce que pendant que vous attendez, vous dépensez des centaines de dollars par mois en essence et ça vaut pas la peine. C'est très agréable une voiture électrique. C'est pas des voitures, c'est pas des cartes de golf, c'est des voitures punchées. Les gens essaient les Tesla, c'est extraordinaire l'accélération. C'est vrai de toutes les voitures électriques ont une accélération, une tenue de route, un confort remarquable. C'est des voitures qui sont vraiment bien équipées, qui sont vraiment faciles à utiliser. De plus en plus accessible, hein? De moins en moins dispendieux. De moins en moins dispendieux. Présentement, il y a beaucoup de groupes d'achats qui sont en train de se développer pour faire des pressions sur les fabricants pour offrir les voitures aux gens à plus bas prix. Les technologies ne cessent de changer. Les nouveaux modèles sortent avec des batteries encore plus grosses, plus performantes. Alors, il n'y a plus d'inquiétude à avoir de tomber en panne, comme on dit. Là, ça, c'est vraiment une question d'habitude. Est-ce que c'est tout, comme là, la Tesla, elle a dit que les batteries sont dans le plancher. Est-ce que c'est toutes les voitures? Les batteries sont dans le plancher, ce qui fait qu'on a une tenue de route exemplaire. Oui. L'hiver, on n'a pas besoin de batterie motrice. L'hiver, ça va très très bien. Je dois ajouter que depuis 2013 environ, les voitures avant 2013 étaient bien, mais en 2013, il y a eu des changements majeurs qui se sont faits. Une voiture usagée électrique, c'est beaucoup moins vieilli qu'une voiture à essence électrique. Il y a moins de pièces. Donc, il ne faut pas hésiter à acheter une voiture électrique parce que, même usagée, parce que c'est vraiment un bon investissement. Ça se conserve très bien, ça dure longtemps. Là, on est à un autre changement en 2016-2017. On va avoir des batteries plus grosses. C'est sûr qu'il y a des gens qui attendent ça. Mais même les voitures antérieures font très bien l'affaire aussi parce qu'on a des bandes. À partir de décembre, là, il va y avoir des batteries qui vont faire 300-350 km de batterie sur une charge. Donc, les gens n'ont plus besoin d'attendre. Tous les produits sont là. Il s'agit juste de venir dans des événements comme celui-ci, faire des essais. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour démystifier la conduite de ces véhicules-là qui est si facile, qui c'est très accessible. Mais même maintenant, il faut comprendre que la majorité des gens ne font pas plus que en moyenne 65 km par jour. 65 km par jour, tu fais ce que
utiliser avec même les technologies actuelles. Les technologies futures, à partir de décembre, vont être superbes aussi. Ils vont nous donner du 200, 250, 300, 350. Mais On n'en a pas besoin. On n'a pas besoin, hein? on peut aller vers l'usager. On peut aller vers l'usager ou vers le neuf, dépendant de nos besoins. On peut acheter une voiture électrique à 20 000 aujourd'hui ou on peut acheter une voiture électrique à 100 000 aujourd'hui. C'est comme on veut, comme pour les voitures à essence. C'est une question de budget, mais c'est très accessible pour tout le monde et c'est surtout très confortable. Et on n'a pas du temps. C'est un visage que vous connaissez peut-être sans doute, hein, parce qu'elle fait partie du paysage ici depuis de nombreuses années, TV Laval Nouvelle, notamment dans les derniers mois. On a eu l'occasion d'avoir de ses chroniques, de ses reportages sur le terrain ici à Laval. L'occasion de te voir enfin en personne ici, parce qu'on le voyait toujours sur le terrain. Ouais, on n'avait jamais l'occasion de se parler ici en direct. Donc, dans le cadre des chroniques de Val, tu vas nous proposer ça au cours de la prochaine saison. Oui. Parle-moi un peu de ce concept-là, d'où l'idée a jailli en toi. Dans le fond, j'ai eu l'idée le printemps dernier, après avoir appris que plusieurs jeunes filles avaient fugué du centre de jeunesse de Laval. J'ai été alarmée de me dire que des jeunes filles de mon quartier partaient pour vendre leur corps. Pas très loin de ton âge. Oui, exact. Pas très loin de mon âge. Ça m'a vraiment touchée. Je me suis dit, OK, ces problèmes-là existent. Il faut en parler. On n'en parle pas assez. Effectivement. Plus on va en parler, plus les jeunes vont peut-être prendre conscience qu'ils vivent ce problème-là. Je donne un exemple. Une fille qui se fait manipuler, comment elle peut savoir qu'elle se fait manipuler si elle ne sait pas c'est quoi la manipulation dans les relations amoureuses? Exact. Elle ne sait pas c'est quoi les tactiques typiques d'un manipulateur. Donc, moi, mon but, c'est de donner l'information. D'aller parler aux jeunes sur le terrain, de comprendre ce qu'elles vivent aussi pour mener des fois à de la détresse, parce qu'il y a toujours des facteurs, des fois, puis on parle beaucoup de sensibilisation de nos jours. Oui, exact. Puis un deuxième point qui m'a donné cette idée-là de chronique, c'est la sexualité. On n'a plus de cours de sexualité à l'école, donc les jeunes, la seule sexualité, leur seule éducation par rapport à la sexualité, c'est sur Internet. Ce qu'ils voient effectivement, puis je veux dire, c'est rendu même sur des panneaux d'affichage, seulement sur le côté de l'autoroute. On est vraiment là, partout, là, ça nous saute dessus. Pardonnez l'expression, là, mais c'est véritablement ça, je crois. Là. Oui, exact. Puis je veux dire, par exemple, sur Internet, la pornographie, c'est de la fiction. C'est des images souvent, pas toujours, mais très violentes, très sexuelles. Comment un jeune peut discerner le vrai du faux? Ouais. Tu comprends? Oui. Donc, pour moi, c'est important de parler de la sexualité, mais de divulguer la bonne information. Ouais. Et donc, aller voir les gens sur le terrain, trouver des pistes de solutions, aller chercher peut-être l'avis d'experts aussi? Oui, bien sûr. Je vais avoir des psychologues qui vont venir, des sexologues, des intervenants en milieu scolaire et en milieu social. Puis, ce qui est très intéressant aussi, c'est que je vais avoir des jeunes qui vont venir témoigner de leurs souffrances personnelles vécues à l'adolescence. Ça, ce qui est bon là-dedans, c'est que de voir qu'une personne a vécu les mêmes problèmes que toi, il y a un lien d'attachement qui se crée. Donc, peut-être les jeunes vont être plus à l'écoute de ces conseils. La souffrance, puis aussi peut-être des cas positifs, comme de quoi qu'il y a des jeunes filles, des jeunes garçons aussi, qui finalement s'en sont sortis. Oui, ça donne espoir. C'est ça, exact. Et il y a ce cas aussi que l'intimidation, on en parle un petit peu de ces temps-ci, mais aussi un cas qui, je pense, est un peu moins peut-être connu de la population en général. Je le remarque parce que je vais parler de moi, c'est-à-dire des garçons en général, mon expérience aussi, mais il y a de plus en plus de cas de garçons qui sont problématiques de troubles alimentaires. Oui. Je remarque ça, l'entraînement, d'aller justement au gym. Donc, il y a ce côté-là aussi qui, je pense, qui est intéressant, qui de plus en plus, on peut remarquer. Là. Oui, vraiment, parce que en ce moment, dans la société où on vit, l'activité physique, c'est une nouvelle mode. C'est super bon, mais il y a beaucoup de gens qui vont dans l'excès. Donc, les compétitions bodybuilding,
comme tu dis, ça pousse les gars à avoir une fixation sur leur corps. Ouais. Puis d'ailleurs, l'anorexie et la boulimie va être un de mes sujets. Un des sujets, Ouais. effectivement. J'ai bien hâte que tu nous parles et que tu nous présentes ce que les jeunes ont à dire, puis Oui. ce qu'ils vivent aussi, parce que c'est fort intéressant. Souvent, il y a des décisions qui sont prises par toutes sortes de personnes au pouvoir, mais finalement, ce sont ces jeunes-là qui doivent, entre guillemets, écoper parfois de ce manque d'écoute-là. Et ce sont eux qui sont les principaux concernés, puis souvent, on ne leur donne pas de voix. Alors, c'est intéressant ce que tu nous apportes, vraiment très intéressant. Alors, on va surveiller ça toutes les semaines. Tu viendras nous parler Oui, à chaque semaine, une chronique qui parle d'un sujet. Bien, intéressant, les chroniques de Val. Oui, voilà. Valérie Gendron, merci beaucoup encore. Je prendrai le temps. J'ai un message qui s'adresse aux jeunes qui nous écoutent. Ben oui, vas-y. Si jamais vous avez envie de poser des questions à nos sexologues, à nos psychologues, je vous invite à nous écrire à la télévision communautaire de Laval, www.tvrl.ca, dans l'onglet « Contact ». Ça va me faire un plaisir de poser vos questions. Et d'ailleurs, si jamais il y en a qui veulent venir témoigner, je vous invite grandement à le faire. Ça prend beaucoup de courage, mais vous allez aider beaucoup de gens. Merci à toi. Ça fait plaisir. En présence de Manon Loranger, qui est directrice générale de la coopérative de soutien à domicile à Laval. Madame Loranger, merci d'être là. Merci à vous. Évidemment, on précise tout d'abord d'où vient la coopérative, justement, qu'elle a été, comment ça s'est mis sur pied, finalement? Premièrement, c'est pas nouveau. Ça fait 21 ans que la coopérative existe. C'était une volonté des 4 CLSC de Laval à l'époque d'avoir une ressource fiable, une ressource stable, mais avec l'implication du citoyen. Donc, recruter un conseil d'administration, des personnes âgées, des personnes en perte d'autonomie, pour mettre sur pied cette coopérative-là, avec l'idée d'avoir un consommateur payeur, mais directement en lien avec les CLSC pour assurer la complémentarité des plans de service pour le soutien à domicile des gens. Oui, parce qu'on le sait, nos jours, c'est de garder les gens le plus souvent, le plus longtemps à domicile. Quand on pense, par exemple, aux personnes âgées, qui sont sûrement sans doute à l'écoute d'ailleurs. Donc, c'est beaucoup plus payant pour la société comme ça. Donc, nécessairement, un organisme comme vous est vraiment vital pour leur vie au quotidien, c'est sûr. Absolument. Souvent, on pense que l'aide domestique, c'est quelque chose un luxe ou, on s'y attarde pas beaucoup, mais c'est la première chose qui fait qu'on doit quitter notre domicile parce que toute autre forme d'aide est là, elle existe. Mais ce qui doit être fait au quotidien ou hebdomadairement, bien, ça prend quelqu'un. Et souvent, bien, le faire par la famille, c'est malaisant. Ouais. Alors, d'avoir quelqu'un qui vient être tes bras, tes mains, et qui le fait comme tu veux, au rythme que tu veux, avec les priorités, les odeurs que tu veux, en utilisant les produits que la personne souhaite, bien, ça fait toute la différence et ça permet à la personne d'avoir l'impression d'avoir le contrôle sur son soutien à domicile. Donc, c'est là qu'on peut parler vraiment du volet d'économie sociale, finalement, que vous avez. C'est important. Bien, l'idée d'être une entreprise d'économie sociale, c'est d'avoir une double mission. Ouais. Notre mission, c'est le soutien à domicile des personnes âgées, tout d'abord par l'aide domestique, mais la qualité des services et la stabilité des services est assurée par la qualité des emplois. Donc, à la coopérative, on a une double mission, répondre aux besoins des aînés tout en créant des emplois décents, valorisants, pour assurer la qualité des services. Et puis, j'ai des gens dans mon entourage qui ont déjà eu recours à une coopérative du même genre dans la région de Trois-Rivières. Puis, vraiment, à quel point ça fait du bien, comme une forme de psychologique ou presque. Il y a une écoute chez vos aidants, chez les personnes chez vous aussi qui peuvent apporter. Tu sais, ces personnes-là sont souvent seules aussi. Il faut faire attention. On n'est pas là pour faire de l'intervention auprès des personnes âgées, mais quand même, mais on est quand même une présence. C'est ça. Alors, on a des yeux, des oreilles, on fait du bien aux gens, mais on est là pour prendre soin de leur appartement, de leur maison, pour que ça ait un impact sur leur qualité de vie. Mais il ne faut pas confondre... non, exact. Mais il y a quand même... Mais ça, vous comprenez, dans le fond, le sens, parce que ces gens-là sont seuls, puis parfois, il n'y a presque pas de visite. On est une visite importante. Oui, exact. C'est un événement dans leur vie. Absolument. On peut être témoin de choses. Et le fait qu'on travaille en partenariat avec le centre de santé, on peut faire un lien. Mais on est là pour vraiment l'aide domestique. L'aide domestique. Ouais. Mais on parle d'aide domestique, mais les services offerts, quels sont-ils? Est-ce qu'il y a vraiment... C'est très large. Ce qu'on peut faire chez quelqu'un, l'aider à se déplacer, l'aider à faire ses commissions, c'est quoi les services? Bien, c'est-à-dire qu'il existe d'abord un programme d'aide financière du ministère de la Santé qui couvre toute l'aide domestique. Donc, c'est l'entretien ménager, la préparation de repas, la lessive, le repassage et l'accompagnement pour les emplettes. Ça, c'est couvert par un programme qui a une aide financière pour les personnes âgées et les personnes en perte d'autonomie.
Nous, on s'y restreint. Et il y a aussi les travaux lourds qui sont laver les fenêtres, les murs, les plafonds une fois par année, selon 2 fois par année. C'est ça. Alors nous, on se restreint à ça quant à l'aide domestique parce que Laval étant une grande ville, un grand nombre de personnes, on préfère se spécialiser sur ces services-là qui exigent une stabilité pour la sécurité des personnes âgées. Donc, on ne s'occupe pas des services plus ponctuels comme la tonte de gazon, la neige, ces choses-là. Les déchets ou... Il y a en masse de gens qui sont là pour s'en occuper. Donc, nous, on se concentre sur vraiment ce qui touche l'intimité de la personne par l'assurance de la stabilité, la même employée qui revient à chaque semaine, à chaque 2 semaines. On se concentre sur ça. J'aimerais qu'on parle aussi, vous avez parlé de Laval, puis c'est certain que de toute façon, c'était dans ma tête, de parler du portrait ici de Laval, des personnes que vous aidez. Est-ce que c'est plus problématique? Est-ce qu'il y a une demande plus grandissante? Parce que Laval est une ville en développement. On le voit, la population qui augmente sans cesse ici. Et évidemment, on dit population qui augmente, mais aussi la population qui est vieillissante. Là. Donc, est-ce qu'il y a un portrait par rapport au reste du Québec qui est spécifique à Laval ici, que vous remarquez? Bien, Laval est une des villes vieilles. Il y a un grand nombre de personnes âgées où on aime venir vieillir. Donc, on ne manque pas de potentiel de clientèle. On dessert déjà 5500 personnes, mais il y a beaucoup plus grands besoins. Alors, c'est une des raisons pour laquelle on a emménagé dans une nouvelle bâtisse qu'on a fait construire pour répondre aux besoins de la croissance, pour être en mesure de pouvoir offrir ce service-là, parce que qui dit grand volume d'offres de services, dit grand volume d'employés, formation, encadrement. Donc, ça nous prenait l'endroit idéal pour bien former, encadrer nos employés et avoir l'espace adéquat pour toute la gestion de ces services-là. Vous parlez de formation, d'encadrement. Il ne reste plus beaucoup de temps, mais je veux quand même qu'on entre dans ce sujet-là. Si vos employés chez vous, justement, reçoivent une formation quand même pour pouvoir interagir avec les personnes âgées ou avec les personnes en perte d'autonomie. Là. Absolument. Pas juste pour, je veux dire, laver, exemple. Non, là, non. Vraiment... Nos employés sont formés autant sur les techniques de travail, parce que ça prend des techniques de travail quand on le fait à 30 heures par semaine, 40 heures par semaine, mais aussi pour l'approche clientèle, comment on transige avec une personne âgée. De toute façon, nos employés, avant de se rendre chez quelqu'un, nous avons été les rencontrer par le biais de nos coordonnatrices, comprendre les besoins des gens, dans quel environnement on va envoyer notre employé. Tout l'encadrement de nos employés sont faits pour assurer la sécurité des gens chez qui on va, mais aussi la sécurité de nos employés pour assurer l'harmonie de la relation et qu'en bout de piste, bien, ça permette aux gens d'être à l'aise et d'être heureux de recevoir ce service-là. Parce que des fois, il y a des gens qui se disent « Ouais, elle s'en vient chez moi, donc on a une petite crainte. » Mais non, c'est vraiment des gens qui sont dignes de confiance. Totalement. Qui sont passés par chez vous. Si on veut comprendre là, et toute l'exactitude de ce qu'on vient de jaser, on peut se rendre sur votre site Internet, j'imagine, Totalement. Appelez directement. On va prendre la peine de répondre à toutes vos questions au téléphone. On se déplace à domicile gratuitement pour aller expliquer comment ça fonctionne, ce qu'on peut faire pour les gens. Et voir l'ampleur de ce qu'il y a à faire. l'ampleur de ce qu'il y a à faire avant de commencer les services et expliquer autant les règles, les procédures que le coût des services sans problème. Bien, c'est avec grand plaisir qu'on va tout comprendre ça. Bien, Manon Loranger, merci beaucoup. Évidemment, je rappelle que vous êtes la directrice générale de la coopérative de soutien à domicile à Laval. Merci encore d'être venue nous parler. Merci à vous. En présence de Stéphane Ducharme, chroniqueur qui va venir tout au long de la saison nous parler de différents sujets. Et cette semaine, il nous propose, avec l'automne, des rendez-vous verts. Parce que, oui, même si le mercure nous indique encore que l'été reste encore quelques pans de cet été 2016, quand même, l'automne nous rattrape quand on regarde sur le calendrier. Et c'est Stéphane Ducharme, donc, que je précisais un coup d'envoi. Salut, merci d'être là, Stéphane. Merci à toi, merci beaucoup. Les rendez-vous verts, donc, on commence tout d'abord avec la Ville de Laval qui nous propose les résidus domestiques dangereux. Donc là, déjà, on commence à penser à l'automne et à ces collectes finalement de résidus domestiques. Voilà. Exactement, parce que on sait qu'on regarde dehors, les feuilles changent, et puis là, bien, on a tout fait des rénovations tout l'été. Donc, la collecte des RDD, qui veut dire résidus domestiques dangereux, donc toutes les substances de produits chimiques. Vous avez de la peinture à la maison qui est dans des pots, il faut les changer. Vous avez des cellulaires qui ne fonctionnent plus, des trucs électroniques désuets. Donc, j'espère qu'il ne va pas exploser, parce qu'il y a Samsung récemment qui... Oui, c'est ça, effectivement, exactement. Non, si ça l'explose, on ne le met pas, c'est terminé. C'est bon, okay. Oui, exactement. Donc, c'est ça, c'est qu'à partir... en fait, la Ville de Laval qui va organiser une collecte
afin d'éviter justement que ça se retrouve dans des poubelles ou dans... Bien, il y a des gens qui vont mettre ça dans les égouts. Il ne faut pas faire ça. Ça, on comprend ça. Donc, la collecte d'automne qui aura lieu le samedi 17 septembre, ça, c'est entre 8h et 15h30 dans le stationnement de l'hôtel de la Ville de Laval. Ça, c'est... L'accès est par le 1333 boulevard Chemédé et par la rue Cardinal. Donc, c'est réservé uniquement aux citoyens de Laval. Et bien sûr, quand on arrive dans le stationnement, ils vont vous demander une petite preuve pour la carte de la ville. Et c'est fait juste pour les citoyens. Donc, si vous avez une compagnie, vous avez, enfin, un entrepreneur, tout ça, ça fonctionne. Ça ne fonctionnera pas. Est-ce que tu sais s'il y a une limite par personne? Parce que parfois, dans certaines villes, je sais qu'il y a une limite de déchets qu'on ne peut pas apporter là, parce qu'il y a certaines villes qui sont comme Laval, il y a beaucoup de population finalement. Non, pour l'instant, il n'y en a pas parce qu'il y a mieux les avoir avec eux. Ils vont faire, j'imagine, après ça, le tri. Le tri, oui. C'est ça, mais pour être sûr qu'il n'y a rien qui se retrouve dans les poubelles parce qu'il y en a, on sait bien, des petits cachetiers qui vont les mettre dans les sacs. Mais on essaie vraiment, là, tout ce qui est peinture, des médicaments aussi. Des résidus. Des fioles peut-être, des fois. Oui, exactement. Les médicaments, les gens vont souvent, ils ont le réflexe d'échiner dans la toilette. On fait pas ça. On les amène, puis il y a plein de places maintenant. Je vois souvent, mettons, sans se nommer un Best Buy de ce monde, mais il y a des trucs, des fois, il y a des... On va le nommer, finalement. Ben, c'est ça. Mais vraiment, ils ont des trucs, on peut mettre les batteries, donc on peut le recyclage se fait un peu partout maintenant, puis je pense que c'est parfait comme ça. C'est bien, parfait. Et vente de compost aussi. C'est la continuité de ces rendez-vous verts. C'est exactement. On connaît les bienfaits, le côté pour la nature. Alors, la Ville de Laval qui, dans le fond, recueille ces composts-là? Oui, en plein ça. Donc, ça se passe le 24 septembre. C'est entre 8h et 16h. Donc, la Ville de Laval qui invite les citoyens à venir et pour avoir, en fait, on offre en fait des sacs. Oui. Et c'est... je pense que c'est 2 $. Hein, 2 $ exactement pour un 15 kilos. Et donc, comme j'ai dit, le 24 septembre, entre 8h et 16h. Et bien sûr, la Ville de Laval va encore une fois demander une preuve. Ils vont toujours demander des preuves pour la Ville. Et ce que ça va faire, c'est que c'est pour... c'est en argent comptant seulement, excuse-moi, c'est en argent comptant seulement. Et c'est le minimum de 15 sacs par voiture. Donc là, on est limité. Là, on est limité. On est limité vraiment pour 15 sacs par voiture. OK, très bien. Et parce qu'évidemment, le temps est contre nous, comme on dit. Et collecte de feuilles mortes aussi. Avec ça aussi encore là, on voit les feuilles qui commencent à rougir. Alors, les feuilles mortes aussi qu'on ne néglige pas à Laval. Exactement. Et là, on sait qu'il y a un petit truc que j'ai vu qui est bien le fun. Si vous avez des feuilles chez vous, souvent, ce qu'ils vont vous demander à faire la tondeuse, vous déchiqueter les feuilles et ça va faire de l'engrais naturel. Ça, on s'entend que ça va faire ça. C'est vrai, oui. Et puis, bien, c'est ça. Et la Ville aussi va pouvoir récupérer ces sacs-là. Et ce qui est important dans les sacs, c'est de prendre des sacs de papier. De ne pas prendre des sacs de plastique, ils ne les prendront pas. Parce qu'ils les mettent au chemin, c'est Oui, ça, on les met au chemin avant 7 h le matin. Et d'ailleurs, c'est entre le 10 octobre et le 11 novembre qu'on peut faire ça. Et ce qui est bien important, c'est de ne pas mettre des branches d'arbres là-dedans ou des poubelles. C'est vraiment juste des feuilles. Eux, ils vont les ramasser, ils vont pouvoir les récupérer comme ça. Ça pourrait percer les sacs, par exemple. Oui, c'est ça. Puis on veut vraiment juste ça. Et d'ailleurs, ce qui est bien le fun là-dessus, c'est que ça va être distribué parce qu'ils vont faire du compost avec ça. Et ça va être distribué aux agriculteurs de la région pour pouvoir faire de l'engrais naturel. C'est très intéressant. Oui, c'est une belle initiative. Puis une autre qui, ma foi, je ne connaissais pas ça. Merci de nous le faire découvrir. Peut-être pour les gens qui sont à l'écoute, des parents, peut-être des grands-parents, parce que c'est dans le cadre de la Semaine québécoise de réduction des déchets. Oui. On fait une vente débarras pour les bébés, c'est ça? Oui. L'article pour bébés. C'est ça. Bien, c'est pas des bébés qu'on jette. Hein? Non, c'est ça. non. C'est vraiment... Moi, j'ai deux... Je sais pas si c'est des enfants. Non, j'en ai pas. OK. Moi, j'ai 2 enfants et... Comme tout parent, ce qui arrive, c'est que moi, chez nous, mon sous-sol, c'est un Toys R Us. Il y a des jouets partout. Je suis parrain, par exemple. Ah ouais? Donc, j'ai un fiole, OK. Je commence à connaître ça. Et à un moment donné, les enfants grandissent, on a un paquet de jouets, on ne sait plus quoi faire, on les empile. Et là, ce qui est le fun cette année, en fait, c'est que la Semaine québécoise de réduction de déchets, on va pouvoir tout rafraîchir les garde-robes, les jouets pour les enfants, on va pouvoir aller les porter là-bas. Et ça, ça a connu un fort succès en 2014-2015. Et ils refont ça pour la 3e édition cette année. Et ça se passe le 23 octobre entre 9h et 14h au pavillon du Bois-Papineau. Exact. Puis moi, ce que ça me fait penser avec ça, c'est qu'il va y avoir Noël bientôt. Hein? Oui. Il y a des jeunes enfants qui ne pourront peut-être pas avoir des cadeaux. Exactement. Alors pourquoi pas profiter de ça et d'offrir par la suite un cadeau, de l'emballer et de le mettre déjà d'avance. De toute façon, on magazine déjà début octobre pour le... Ah non, c'est ça. Tu sais, je veux dire, pour décembre. Là, fait que pourquoi pas le faire à l'avance puis de le faire pour des enfants qui en ont besoin. Puis le petit truc que je donne aussi, c'est qu'en ce moment, les parents, on achète les vêtements pour d'hiver pour les enfants. Oui. Et ceux qui font plus, ça va être idéal d'aller les porter là parce que ceux qui sont moins moyens vont pouvoir réchauffer les petits cœurs pour... Des jeunes enfants. Des jeunes enfants, c'est Il nous reste 30 secondes. Il faut le faire en 30 secondes, le collecte.
collecte de vélos, mon cher. Oui, la collecte de vélos se passe le samedi 15 octobre entre 10h et 14h. C'est au 1527 rue Cunard et on récupère les vieux vélos pour les enfants. Les petits sont bien maganés, sont désuets un peu, c'est pas grave, on les reprend. La grosseur qu'on veut, on les reprend et puis on va pouvoir aller les porter là-bas. Exactement. Donc, on peut voir ces détails-là sur le site de Laval? Oui, exactement. D'ailleurs, composez par téléphone le 311, c'est gratuit, et le www.laval.ca. Merci Stéphane Charles. Merci beaucoup. Merci. Changement de garde à la Chambre de commerce et d'industrie de Laval. C'est à l'occasion de son Assemblée générale annuelle le 8 septembre que le président du conseil d'administration de la Chambre de commerce et d'industrie de Laval, Maître Pierre-Luc Girard, a présenté son rapport annuel 2015-2016. Je suis très fier de la transformation qui s'est opérée à la Chambre au cours des dernières années, qui confirme le rôle de la Chambre comme un acteur incontournable du paysage socio-économique lavallois et un fier porte-parole des gens d'affaires de Laval. Maître Girard est engagé à la CCIL depuis 2008. Il a été successivement impliqué à la relève d'affaires, administrateur, secrétaire, deuxième vice-président et premier vice-président avant d'occuper le poste de président du conseil d'administration pendant 2 ans. Son mandat s'est terminé hier lors de l'Assemblée générale annuelle. C'est M. Yves Dastou, président directeur général de Brago Construction, qui a été nommé président du conseil d'administration. M. Dastou est impliqué à la CCIL depuis 2013, dans un premier temps comme administrateur pour devenir deuxième vice-président et président du conseil pour 2016-2017. Pour réaliser son mandat, M. Dastou sera entouré au comité exécutif, par ailleurs, par Daniel Leclerc, président de Pixis Technologies, qui agira comme premier vice-président. Mme Hélène Lemieux, directrice location commerce de détail chez Cominard, qui agira comme secrétaire. Soulignons que Mme Veilleux a accepté de renouveler d'ailleurs son mandat au comité exécutif pour une 3e année. Il y a également M. François Lemay, associé chez Deloitte et qui agira comme trésorier. Maître Chanel Alpin, qui, elle, est avocate chez Alpin Gauthier Avocats, qui poursuit d'ailleurs son mandat comme présidente de la relève. Et Mme Chantal Provost en tant que présidente directrice générale de la Chambre. D'ailleurs, changement de garde à la présidence direction générale. Mme Chantal Provost a également annoncé qu'après 6 ans à la barre de la Chambre de commerce et d'industrie de Laval, elle quittera ses fonctions en décembre prochain avec le sentiment du devoir accompli. C'est un privilège d'avoir collaboré avec fierté avec cette grande communauté d'affaires forte et engagée qui a à cœur le développement socio-économique de la région. Madame, d'ailleurs, Provost a tenu également à souligner le travail exceptionnel des employés véritablement de la Chambre, qu'elle a remercié sincèrement. Alors, véritablement, il y aura passation de pouvoir à la Chambre de commerce. Ce sera à suivre. À la recherche des meilleures pratiques démocratiques, les présidents des conseils municipaux de Longueuil, de Gatineau, en visite à Laval. La présidente du conseil municipal de Laval, Mme Christiane Joachim, et le maire de Laval, Marc Demers, ont officiellement accueilli les présidents des conseils municipaux de la ville de Longueuil, Mme Nathalie Boisclair, et de la ville de Gatineau, à M. Daniel Champagne, en visite à Laval afin d'assister à la séance du conseil du 6 septembre. L'objectif de cette visite consistait à observer le fonctionnement de l'Assemblée afin d'échanger sur les meilleures pratiques. Rappelons que M. Joachim a également assisté aux conseils municipaux de ces 2 villes au moment de réformer les règles de fonctionnement du conseil de Laval. Chèque de 55 000 $ maintenant qui a été remis à la Société Alzheimer de Laval, la fête de quartier de Saint-Bruno qui a généré le 55 000 $, une somme qui a été entièrement versée à la Société Alzheimer de Laval. L'argent recueilli provient de la contribution de nombreux commanditaires, dont les 2 grands partenaires, Mercedes-Benz Laval et équipe Sperano Team. La fête de quartier s'est tenue le dimanche 21 août au parc de Lausanne. On doit l'événement à l'engagement des membres du comité organisateur et rappelons que la Société Alzheimer de Laval s'autofinance à la hauteur de 40 % de son budget de fonctionnement. Elle offre plus de 54 000 heures de répit aux familles, 4 700 consultations et 1 000 personnes assistent chaque année à ces ateliers, conférences et présentations personnalisées. Secteur de la culture, la télévision qui vraiment retient notre attention. Premier rôle important pour le jeune Justin Simon. Tous les écoliers de jadis se souviennent du fanfaron orgueilleux, un tantinet beaucoup baveux, toujours prêt à pousser une blague et habitant la plus grosse maison du quartier. Et dans la nouvelle série télévisée Mes petits malheurs, il s'appelle Marco et est joué par le jeune comédien lavallois Justin Simon. Dans le cercle des amis de Jeffy, Antoine Marchand-Gagnon, le personnage principal, Marco est très confiant, sûr de lui, mais n'est pas méchant de confier l'étudiant de curé Antoine Labelle. Il ne veut surtout pas être ridiculisé, sa famille est riche et il a beaucoup de liberté.
Justin Simon ici conduit une automobile de BMW très, très lentement, ainsi qu'un bateau, en plus de s'occuper seul du barbecue. Et pour l'anecdote, le personnage de Marco a fait l'objet de la dernière audition déterminant la distribution de cette comédie d'époque tournée en juin et juillet à Beauharnois. J'aime que ce rôle soit loin de moi, de ma personnalité, continue Justin, 15 ans. Sur le plateau, nous avions une coach pour nous guider dans notre jeu, en plus des indications techniques du réalisateur Pierre Théoret. Débutant en petit écran d'ailleurs depuis le 12 septembre, les 13 émissions de 30 minutes sont signées Jean-François Léger, entre autres qu'on a connu pour l'émission Catherine et les parents, aidé par Louis Morissette à la scénarisation. Ce dernier prête aussi sa voix à Jeffy adulte. La série aborde tous les rites de passage qui sont le lot de l'adolescence. En plus de Justin Simon, elle met en vedette Catherine Proulx-Lemay et Jean-Michel Anctil qui incarnent les parents, ainsi que Luca Limoges, Rose-Marie Perrault, Xavier Desroches et Marie-Lou Forgue. D'ailleurs, ça a toujours été un rêve pour moi de faire partie d'une telle série, raconte Justin Simon. Il y a beaucoup d'humour et ça a été une aventure vraiment amusante. Les acteurs, le personnel, le technique, tout le monde était formidable. J'ai développé une bonne complicité avec les autres ados de la série. Il en est sorti d'ailleurs une belle amitié, donc toujours selon les dires de ce jeune comédien originaire de Laval. On a très très hâte de voir à l'affiche, si vous pouvez l'attraper, les lundis, on vous rappelle, à ici Radio-Canada. On rencontre maintenant, dans le cadre de l'activité des pas pour la santé, Alain Demers. C'est très bientôt, le 2 octobre prochain, l'événement des pas pour la santé. On en parle immédiatement avec Alain Demers, qui est directeur général de la Fondation de la Cité de la Santé. Monsieur Demers, merci d'être présent. Merci de m'accueillir. Très, très plaisir. Vous avez eu le slogan cette année « Bougeons pour notre monde ». Et qu'est-ce qu'on veut finalement signifier derrière ce slogan-là? Qu'est-ce qu'on signifie avec cette phrase-là, finalement? Bien, pour une fondation d'un centre de santé, d'un hôpital, on s'entend que de faire des activités santé comme une course à vélo et comme une marche et course à pied, ça va de soi. Alors, il y a différents moyens d'amasser des fonds, mais évidemment, de le faire en faisant quelque chose qui tourne autour de la santé, pour nous, c'est extraordinaire. Alors, le slogan « Bougeons pour notre monde », évidemment, on s'entend qu'à la fois, on invite les gens à venir bouger, mais qu'on va amasser des fonds pour la cause. Pour la cause, effectivement. Exactement. Et d'ailleurs, cette année, bon, il faut spécifier, il y a des trajets pour courir et il y a aussi, on peut marcher. Donc, les gens, c'est un peu importe, on est un peu plus âgé ou un peu moins peut-être disposé à courir, bien, on peut quand même participer, prendre part à l'édition 2016. Tout à fait. Depuis 3 ans, au début, c'était seulement une marche. Maintenant, il y a une marche et une course. La marche a un côté quand même symbolique, mais pour lequel on peut évidemment amasser des sous. La course, pour ceux qui ont un côté un petit peu plus compétitif, qui aiment ça avoir leur temps, tout ça, bien, on est tous équipés avec les puces qui calculent le temps exactement. Oui, alors donc, il y a une course pour enfants d'1 kilomètre et il y a la possibilité de faire un 5 et un 10 kilomètres de course. Et la marche, bien, tout le monde qui fait l'activité est invité à la faire à la fin de l'événement, en fin d'avant-midi. Alors, intéressant pour les enfants, par exemple, et je sais que c'est toujours quelque chose de cute. Je vais me permettre ce terme espagnol pour dévoiler que souvent, il y a la maman ou le papa qui court avec son enfant dans le 1 kilomètre, par exemple. Alors, je sais que ça donne toujours de beaux moments de les voir aller. Alors, on invite les gens à le faire fortement. Et depuis quelques temps, justement, depuis l'essor de cette activité-là, des pas pour la santé, vous avez investi comment dans l'argent, finalement, qui en a été récolté? Dans quel secteur, si on peut dire, qu'on veut le dédier? Oui, la dédier, effectivement. Au début, cette activité-là était pour la recherche en oncologie. Maintenant, il y a 7 différentes façons qu'on supporte le centre de santé. Donc, il y a encore la recherche en oncologie. On a un gros projet par rapport aux soins palliatifs, des bourses aux infirmières. Alors, tout ça est sur le site Internet de la Fondation, à des pas pour la santé. Mais les gens qui s'inscrivent ou les gens qui décident de parrainer une des personnes qui fait l'activité, ils peuvent effectivement, selon la personne qui court ou la personne qui s'inscrit, choisir... Donc, ils peuvent choisir le projet de leur choix? Absolument. Il y a 7 projets différents et puis de cette façon-là, c'est très large.
la recherche en oncologie en faisant encore partie cette année. Mais c'est très rare, il me semble, d'avoir cette option-là de démontrer aux gens, dans le fond, de choisir la cause pour laquelle ils vont courir, puis on dirait qu'on comprend encore plus concrètement où l'argent va s'en aller finalement, puis c'est encore plus transparent, je trouve. La philanthropie évolue beaucoup et puis les donateurs en général maintenant aiment vraiment avoir une reddition de compte sur qu'est-ce qu'on fait avec l'argent, donc d'avoir la possibilité de dédier d'une façon encore plus précise. La Fondation Cité de la Santé, même si elle porte le nom de l'hôpital, elle est la fondation de tout le Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval. Donc, on parle ici de plus de 20 établissements. Il y a des CLSC, il y a des centres d'hébergement, il y a l'hôpital, le centre de cancérologie, le centre ambulatoire. Alors, évidemment, bien, donc, ça regroupe beaucoup de champs d'activités, pas d'activités, mais de soins en santé. Et puis, de cette façon-là, comme la Fondation en supporte beaucoup, bien, on essaie d'être le plus précis possible. Puis, évidemment, la transparence pour une fondation, c'est excessivement important. Puis justement, ces activités-là, on a déjà parlé ensemble plus tôt. Vous êtes venus à TV Laval Nouvelle pour nous parler au cours des dernières semaines de ce défi vélo 300 km pour la vie. Oui. Et celui-là, donc, des pas pour la santé, à quel point c'est important pour une fondation, pour vous, que les gens viennent s'inscrivent à ces activités-là, se mobilisent pour la fondation? À quel point? Ce qu'on disait tout à l'heure, bien évidemment, nous, comme fondation d'un centre de santé, on souhaite faire bouger les gens, on souhaite qu'ils soient en santé, donc qu'ils viennent le moins souvent à l'hôpital pour se faire soigner. Évidemment, pour amasser des fonds, parce que comme je disais, étant donné que la fondation supporte beaucoup de champs, tu sais, quand on parle de la cancérologie, mais on parle de la pédiatrie, de la gériatrie, de la cardiologie, puis... mais dans votre budget opérationnel, c'est très important quand même, ces sommes-là. Absolument. Évidemment, là, dans le cadre de cette activité-là, cette année, on espère amasser plus de 100 000 qui sera ensuite redistribué pour ces projets-là précis. Alors, c'est sûr et certain que ça représente un pourcentage. Là, présentement, c'est environ 2 millions par année. Okay. Donc, on parle d'à peu près un 20e de ça juste pour cette activité-là. C'est fort intéressant. Et là... justement, les gens peuvent s'inscrire. Là. C'est à défaut, parce que le défi vélo 300 km, c'était terminé lorsqu'on s'était parlé pour les inscriptions, mais là, les gens peuvent s'inscrire. S'ils voient l'entrevue là, présentement, peuvent le faire même la journée dite de l'événement, c'est-à-dire le 2 octobre. Jusqu'à la veille. Jusqu'à la veille? Oui, tout à fait, parce que le jour même, là, on va être trop à la dernière minute. Mais évidemment, on invite les gens à s'inscrire rapidement. Et la particularité qui est fort intéressante, c'est que nous, on va avoir le plus de gens possible. Et le défi vélo, chaque cycliste doit amasser une somme précise, alors que pour des pas pour la santé, les gens ne sont pas obligés d'amasser des fonds en plus. Il y a un frais d'inscription, bien entendu. Mais faites-le pareil. Donc, on veut que les gens, bien sûr, se fassent parrainer, mais pour amasser le plus de fonds possible, mais surtout qu'ils s'inscrivent et qu'ils viennent courir ou marcher avec nous. En grand nombre puis évidemment, ce sera sur le site et les rues avoisinantes de l'hôpital, la Cité de la Santé, là, où va se dérouler cette année encore l'activité. Là. Absolument. Autant le parcours de course, de marche, mais aussi... il y a des jeux pour enfants, il y a des artistes de 2 émissions, là, Toc 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 et Selmy Gondi, qui vont être là sur place, qui vont faire la course avec les enfants, des jeux gonflables. Bref, il y a un événement familial autour de ça, en plus de l'événement sportif. Alors, c'est très intéressant. On va surveiller ça de pied ferme. Donc, des pas pour la santé. C'est évidemment au profit de la Fondation de la Cité de la Santé. Puis moi, je vais mettre mes souliers de course. Pas ceux-là, mais je vais mettre mes souliers de course. Je vais aller courir un petit 5 km pour la cause. Et je vous invite à faire d'autant, vous aussi, à la maison, pour donc, cette fondation. Monsieur Alain Demers, directeur général de la Fondation Cité de la Santé, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci de votre invitation. Puis, évidemment, on souhaite le beau temps et qu'il y ait beaucoup de gens pour le 2 octobre prochain. Merci. Une grande passion qui l'anime et c'est vraiment intéressant parce que le 7e art fait aussi partie de mes grandes passions. J'ai vraiment le plaisir de vous faire découvrir le talent qu'il a pour nous raconter les films, l'histoire cinématographique que vous avez vécu peut-être cet été. Il y a eu des flops, il y a eu aussi de grandes réussites. On regarde ça avec Nicolas-Vincent Poirier, chroniqueur cinéma. Nicolas, merci d'être là. Merci à toi. Oui, je disais ça, des hauts et des bas, des flops, des réussites. Dans l'ensemble, il y avait des films très attendus cet été, puis beaucoup de films, soit des grandes franchises de super-héros ou des films, ce qu'on appelle des remakes, qu'on attendait de pied ferme. Et entre autres, tu nous parles tout d'abord, à ton sens, du flop de l'été. Oui, de Ghostbusters, le gros flop de l'été.
Est-ce que c'est un remake? Est-ce que c'est un reboot? Bon, c'est plus un reboot que d'autres choses, mais par contre, c'est drôle comment ça a commencé parce que depuis le dernier Ghostbusters, depuis Ghostbusters 2 en 89, c'est ça, les fans, voulaient en avoir un troisième et Bill Murray voulait plus rien savoir de la franchise. Et là, ils ont essayé de trouver toutes sortes de solutions, puis même que dans les années 90, on avait pensé remplacer Bill Murray par Ben Stiller. Et on a vraiment pensé à tout parce que, c'est une machine à faire de l'argent, Ghostbusters. Ça aurait peut-être pas été mauvais, Ben Stiller, par exemple. Ça aurait peut-être été... Les fans n'auraient pas été satisfaits, c'est sûr. Parce que le premier, en 84, a fait l'équivalent en dollars d'aujourd'hui de quelque chose comme 5 ou 600 millions au box-office. C'est absolument énorme. Et là, il n'y a rien qui marchait. Bill Murray ne voulait plus. Donc, qu'est-ce qu'il y a à faire? Les fans ne seront pas contents de toute façon. Pourquoi pas juste recommencer créer tout. Exact. Et pourquoi pas avec des femmes? Je trouve que c'est une très bonne idée parce que... Oui, à la base, ça aurait pu être une bonne idée. Ça peut accrocher un autre public, ce qui est parfait comme ça. De toute façon, les fans, les vrais fans, ne seront pas nécessairement contents, peu importe comment que la franchise s'en va. Et ça a été le gros flop de l'été. Écoute, 144 millions de budget, puis 300 quelques millions au box-office. C'est un énorme flop. Ils sont encore en train d'évaluer combien d'argent le film a perdu. Mais quand on regarde 300 millions de box-office, c'est pas si mal, par exemple, comme... Non, mais quand même, côté récolte, quand même, pour les gens, on voit le chiffre astronomique de 300 millions. Peut-être qu'on se dit c'est pas si mal, mais au-delà de ça, c'est les critiques aussi qui ont vraiment vilipendé, qui ont rentré vraiment carrément dans le film. Je sais que toi, tu l'as vu. Non, j'ai vu Suicide Squad, j'ai pas vu... T'as pas vu? OK, tu l'as pas vu, OK. Non, j'ai pas vu Ghostbusters. Mais je te dirais qu'au niveau des critiques, c'est ceux qui ont le plus critiqué le film, c'est les gens sur Internet qui ont vu la bande-annonce. Et rendu là, qu'on en parle en bien, qu'on en parle en mal, tant qu'on en parle, c'est parfait comme ça. C'est pas quelque chose qui est censé remporter des Oscars, hein? Non. Ce film-là est fait dans le but de rapporter de l'argent. Et de plaire à son public cible. Exactement. Et sa mission n'a pas été, finalement, n'a pas rencontré. C'est ça, deux missions n'ont pas vraiment bien frappé, finalement. Non, et ce que tu as dit tantôt, 300 quelques millions de récoltes au box-office, oui, techniquement, c'est beaucoup, mais c'est horrible par rapport à un budget de 144 millions parce que pour arriver juste, pour ne pas perdre d'argent, il faut au minimum faire le double du budget du film. Et dans ce cas-ci, on parle de 144 millions plus la distribution, la publicité. On arrive à quoi? 300 quelques millions. Ouais. Et là, on arrive, donc le film perd. Ils sont encore en train d'évaluer combien. Et comment tu vois ça, justement, là, parce que ça a été beaucoup plutôt un sujet de discussion cet été, du fait que les gros blockbusters, les valeurs sûres qu'on croyait que c'était le cas avec des films de super-héros, il y en a plusieurs cet été qui n'ont pas rencontré le succès escompté. Est-ce qu'il y a un essoufflement, tu crois, justement, et dans cette forme-là aussi, justement, le Ghostbuster avec le reboot qui n'a pas rencontré les succès escomptés? Est-ce qu'on n'a pas peut-être une écœurantite aiguë de ces films-là, soit de ces films qui sont à saveur de super-héros ou des films rebootés, si on peut se permettre l'expression aussi espagnole ou aussi... Moi, je pense que oui, il y a une certaine écœurantite et ça vient d'un fait super simple. On est dans une ère de blockbuster. Les films qui se font doivent remporter le plus d'argent possible parce qu'ils coûtent de plus en plus cher. Donc, on y va avec des valeurs sûres, les suites, les reboots, tout ce que les gens connaissent déjà. Donc, qu'est-ce qu'on sert aux gens? Juste ce qu'ils connaissent. Un plat réchauffé. C'est ça, uniquement des plats réchauffés. Donc, il y a moins de créativité, on surprend moins le téléspectateur ou plutôt la personne qui est au cinéma dans la salle obscure. Juste une petite parenthèse par rapport à ce que tu as dit, justement, les plats, tout est trop réchauffé. En 84, quand le premier Ghostbusters est sorti, la semaine suivante, le film faisait compétition à Star Trek 3. Et cette année, une semaine après la sortie de Ghostbusters, Star Trek 3 est sorti au cinéma. Tu vois, c'est répétitif, effectivement. Là, il ne nous reste plus beaucoup de temps pour parler du film de l'été, à ton sens. Je l'ai vu, on l'a vu, donc on est à même de pouvoir bien le mentionner. Qu'est-ce que tu en as pensé? Moi, vraiment, bon film, divertissant. C'est pas non plus... j'ai trouvé une direction photo intéressante, effets visuels et effets spéciaux intéressants, mais j'ai pas été chamboulé non plus par ce film-là, mais quand même, ça a valu mon billet du cinéma qui est de plus en plus cher, finalement. Regarde, m'a donné une idée le plus rapidement possible de comment ce projet-là a été fait. Le film était terminé, Batman et Superman sort au cinéma, personne l'aime, en tout cas les critiques l'aiment pas, le public l'aime pas. Bon, l'argent est là, mais c'est pas grave, les gens aiment pas ça. Donc là,
qu'est-ce que Warner Brothers font? Ils disent, oh mon Dieu, il faut faire quelque chose, on va retourner des scènes, il faut mettre de l'humour là-dedans. Ils ont dépensé, je sais pas combien de dizaines de millions de plus dans le film. Et là, on se retrouve avec quelque chose, une espèce de gros vidéoclip qui n'a pas de sens, qui n'a aucun lien, semblerait-il, avec la première version. Même Jared Leto n'est pas satisfait de cette version-là parce que c'est pas ça qui a. J'aurais pris plus de Jared Leto, justement. J'aurais pris beaucoup plus du Joker parce que, justement, c'est un personnage auquel je trouve on s'est souvent identifié dans plusieurs films. Il est incroyable, Jared Leto, dans tous les rôles qu'il a au cinéma. Il habite le personnage. Et je trouve qu'il excelle encore une fois dans ce rôle-là. Et j'aurais vraiment aimé le voir davantage. Je trouve que c'est un des manquements à ce film-là, d'ailleurs. Oui, bien, c'est une publicité trompeur. Et il y en a il y a même des gens il y a des petites controverses qui sont sorties cet été. Il y a des gens qui veulent être remboursés. Il y en a un qui a fait je sais pas combien de kilomètres pour aller voir le film. Puis là, il voulait que Warner Brothers le rembourse. Il ne restait plus de temps, malheureusement. Mais je tiens aussi à dire que la trame sonore du film est incroyable. Aussi, si vous avez la chance aussi de prêter oreille à ça. Grand plaisir, Nicolas Vincent Poirier, d'être venu nous parler de cinéma. C'est sûr qu'on se parle très bientôt pour d'autres films que tu as vus, toi qui es un expert en la matière. Merci à toi. En présence de Marie-Ève Allard, qui est, elle, designer intérieur. Elle a sa propre entreprise, Décor Influence, et elle va d'ailleurs même, au cours des prochaines semaines, faire subir une transformation à notre décor ici. Marie-Ève Allard, salut. Bonjour. Merci d'être là. Oui, c'est ça, c'est comme notre docteur. Là. Exactement. Tu vas faire un petit remaniement de notre décor ici. Là. Oui, le décor va changer au fur et à mesure des semaines à venir. C'est ça, il manque quelque chose. Hein? Il manque, un peu. Ben, on a un minimum. Ben, on se sent bien quand même, mais il y a des pièces chez nous parfois. On dirait qu'on ne sait pas pourquoi, mais on s'y sent pas bien. On dirait que c'est comme s'il y avait une espèce de tension en nous constante dans certaines pièces. Et parfois, semble-t-il, en tout cas, que c'est parce que c'est mal placé. Nos meubles ne sont pas nécessairement adéquats pour la pièce? Ou... Exactement. C'est ça? Mais justement, comment apporter un sentiment de bien-être pour les gens qui nous entendent peut-être chez eux de façon concrète? Oui, souvent, on va se le demander justement pourquoi on se sent tendu lorsqu'on rentre dans une pièce. Qu'est-ce qui peut être amélioré finalement pour donner un second souffle et se sentir détendu lorsqu'on est à la maison? On va regarder certains éléments. Il y a des fois trop de textures, trop de couleurs, il y a trop d'éléments dans une même pièce, ce qui fait que notre œil va être attiré d'un côté et de l'autre, ne saura pas regarder. Ça, quand on parle de texture, ça peut être autant sur les murs, la peinture, que les objets ou les meubles. C'est ça? Exactement. C'est vraiment tout ce qui englobe la pièce. Oui, exactement. Ça peut comprendre le plancher, le revêtement, dans le fond, du mobilier, un sofa en cuir avec d'autres fibres de tissu. Des peintures plus lustrées au mur. Il y a tous ces éléments-là qui doivent être pris en compte. OK. Et justement, si on peut présenter à l'écran, parce justement, pour situer les gens, est-ce que c'est une pièce qui est trop chargée, par exemple, puis une qu'on pourrait améliorer, par exemple? Je sais que... Donc, on a notre magicien à l'écran qui va faire ça dans les prochaines secondes. Donc, pour nous montrer une pièce qui est trop chargée, finalement, l'avant, qu'on peut voir actuellement. Oui, l'après, mais on pourrait parler de l'avant, nous dire qu'est-ce qu'il y avait de trop dans l'avant tout d'abord. Exactement. On voit ici, dans le fond, on a un salon qui a vraiment été trop chargé. Au niveau de la coloration sur les murs, on a un mauve, on a un beige orangé. On a des cadres aussi qui sont mal proportionnés sur les murs. C'est drôle à dire, mais un cadre qui est trop petit aussi va surcharger une pièce parce que notre œil va être attiré vers là. On a une brique au foyer. La photo n'est pas super non plus. Okay. Le choix du mobilier aussi, donc, qui n'est pas harmonisé. Finalement, on a plusieurs éléments. On ne sait pas où regarder dans la même pièce. OK. Et là, si on regarde la photo, justement, pour nous identifier l'après, l'après-changement, on est passé dans une autre gamme. Là. On est rendu en 2016. Oui, c'est ailleurs. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment décidé de mettre notre vedette. C'est important de choisir une vedette dans une pièce. Nous, on a essayé d'avoir un beau plafond en bois. Mais autour de ça, par contre, on a joué plus minimaliste, donc une couleur blanche partout sur les murs. Il ne faut pas avoir peur du blanc. Au contraire, ça va rehausser les éléments en valeur. Et on a choisi quelques éléments d'accent au niveau de la décoration, mais on n'a pas surchargé. Et la carpette vient englober, dans le fond, notre espace salon. L'espace. Exactement. Ça doit être des fois, parce que des fois, c'est un couple.
Puis là, il y a Minou qui veut garder tel élément parce que là, il y a un objet qui le fait plaisir. Puis là, c'est un sentiment. Des fois, il faut le tasser, cette affaire-là. Il y a des chicanes de couple à prévoir peut-être à l'écoute. Des fois, j'étais un peu psychologue aussi quand je rencontre mes clients, mais ça, c'est un autre dossier. Mais oui, mais il faut quand même, ça reste notre maison, il faut que notre maison ait notre âme. Fait que c'est important, c'est vraiment un élément auquel on tient. On peut l'incorporer dans le décor. Tout est possible, finalement? Tout est possible si c'est bien fait. OK, moi, je pensais qu'il y avait certains éléments qui étaient irrécupérables ou c'est rare. On essaie de les mettre dans un coin. Bien caché. Mais pour les gens, parce que, tu sais, évidemment, on peut le faire pour tous les types de portefeuilles. Là. Oui, ça peut être accessible de faire ces changements-là, comme on a montré tantôt. Là. Oui, tout est possible. Dans le fond, c'est sûr que la notion de budget est hyper importante dans un projet. Avec un petit budget, on va vraiment aller maximiser puis choisir des éléments qui vont ressortir, mais autour, on peut vraiment aller choisir à plus petit budget, mais on décide d'une vedette dans la pièce qui, elle, va être intemporelle à travers les années. Comme là, on parlait tantôt du plafond qui était l'élément central. Exact. Notre investissement a vraiment été là. Au niveau du reste, on a joué minimaliste. OK. Le type de pièce aussi doit y faire pour beaucoup quand on veut cuisine, salon. Oui. Mais dans une cuisine, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Non, pas rentrer dans une pièce puis dire, il me semble qu'il y a trop de choses à regarder présentement, mais c'est important quand on refait notre cuisine de choisir des éléments vedettes. On tombe en amour avec un dosseret de cuisine, par exemple. Mais à ce moment-là, on va miser là-dessus, Puis les éléments autour vont être un petit peu plus neutres. Donc, on va choisir des revêtements d'armoire peut-être plus... des couleurs vraiment plus neutres, sans motif. Mais notre backsplash, notre dosseret de cuisine, qui va être notre coup de cœur, c'est lui qu'on va mettre en valeur à ce moment-là. Et pour toi, par exemple, qui en est une, justement, des designers intérieurs, lorsque tu vas à domicile chez des gens, dans des endroits comme ici, mettons, qui méritent peut-être un petit renouvellement du décor, donc tu travailles avec les gens. Et ta manière d'aborder tout ça, comment tu fonctionnes pour les gens peut-être qui voudraient avoir recours à tes services? Oui. Dans le fond, la première rencontre, lorsque je fais la connaissance de mes nouveaux clients, j'apprends tout d'abord à les connaître, c'est hyper important, leurs besoins, leurs goûts et leur budget. C'est sûr qu'on va vraiment... chaque projet, dans le fond, doit être pris en conséquence du budget. Tout est possible, mais il faut vraiment prendre ça en considération. Ça va pas avoir de mauvaises déceptions rendues à la fin. Non, parce que là, après ça, c'est pendant des années. Là, on vit là-dedans pour plusieurs mois, plusieurs années. Là. Exactement. Je vais prendre l'exemple une cuisine. Dans le fond, quand je rencontre un client, je sais pas on va y aller rapidement, par exemple. On n'a presque pas de temps. OK. Donc, juste pour dire, dans le fond, que dans la cuisine, on a un avant et après ici. Et dans le fond, transformation extrême, là. Transformation extrême. Il y avait bien sûr encore là trop de textures dans la cuisine avant. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a choisi encore là un élément et c'est vraiment par étapes. Donc, le comptoir, suivi du revêtement des armoires, suivi de la céramique. Chaque choix est concordé parce que c'est important que l'ensemble de la maison fonctionne, soit en harmonie. Ensemble. Bien, c'est un grand plaisir. On peut aller voir où ton travail. Dis-nous ça. Là, oui, Facebook, donc Facebook, Décor Influence, je suis toujours hyper active. Il y a des projets qui sont mis toujours au quotidien sur cette page-là. Et www.décorinfluence.com pour me suivre ou m'écrire. Maria Vallant, merci beaucoup. Merci. Le maire Demers se dit très fier d'ailleurs du choix du Rocket de Laval. Le maire de Laval, Marc Demers, qui se réjouit du nom de la nouvelle équipe de hockey de Laval, le Rocket. Le Rocket fait référence à l'un des plus grands joueurs de tous les temps, et puis bien sûr d'origine québécoise, Maurice Richard. Ce joueur légendaire continue d'habiter l'imaginaire des partisans et d'éveiller la passion des amateurs de hockey. Au Tour de Laval, de vivre au rythme des exploits du Rocket, a déclaré le maire de Metz. Rappelons que le Rocket sera le principal locataire de la place Belle de Laval. Au cours des 5 premières années, les retombées économiques liées aux salaires et aux dépenses de présentation des matchs sont estimées à comme à peu près 66 millions de dollars. Et pour la même période, on estime à 16 millions les retombées fiscales pour les 3 paliers du gouvernement, dont 5,1 millions pour Laval. De plus, il faut y ajouter la création à Laval de plus de 400 nouveaux emplois. Un minimum de 40 matchs par année du Rocket sera présenté d'ailleurs à la Place Belle, auquel pourront assister une moyenne de 8 000 spectateurs. Le rayonnement du nom de Laval dans les 29 autres villes de la Ligue comme Chicago, Houston ou Toronto et la couverture médiatique nationale obtenue par le club constituent des retombées non négligeables pour l'image de marque de Laval, a poursuivi le maire Demers. La construction de la Place Belle coûtera 200 millions, dont 122 millions seront financés par la Ville.
Les Lavallois deviennent ainsi propriétaires à 100 % d'un actif que la Ville aura financé à 61 %. De plus, le bâtiment abritera 2 arénas communautaires dédiées entièrement au sport mineur qui comblent en partie un important déficit de glace à Laval. Et par ailleurs, la place Belle deviendra le théâtre d'une effervescence culturelle intensive. Par sa conception et par sa taille, 10 000 places, l'amphithéâtre offrira une expérience scénique unique dans la région. Il répondra à une très, très forte demande des artistes pour des scènes d'envergure moyenne inexistantes à Montréal. Ainsi, plus d'une 60aine de spectacles seront présentés annuellement dans l'amphithéâtre. C'est ce qu'on estime pour du moins l'instant. Et je vous invite aussi à ne pas oublier que c'est tous les dimanches matins notre télé-bingo ici, Bingo TV Laval à 9h30, 3 500 $ que vous pouvez gagner en lot. Et c'est 2 000 $ pour la carte pleine. Pour toute information, je vous invite à consulter notre site internet tvrl.ca. Et aussi, n'oubliez pas que le dimanche matin, c'est bingo. Évidemment, je vous souhaite une très belle journée. On se dit à très bientôt.